Noirmoutier, une île à fleur d'écume qui émerge à peine de l'horizon. Son point culminant ne dépasse pas les 20 mètres et une grande partie de son territoire se situe en dessous du niveau de la mer. Petite perle de l'Atlantique, Noirmoutier est en Vendée. Depuis le début des années 70, elle est reliée au continent par un pont. Ce pont, qui transforme cette terre jusque-là agricole ou aquacole, en site touristique incontournable. Noirmoutier, son château du XIIe siècle, classé au patrimoine historique, ou encore son église et sa crypte du XIe siècle. Plus loin, la plage des Dames et le bois de la Chaise. De ce lieu, le peintre Auguste Renoir dira « C'est un coin admirable, beau comme le Midi, mais avec une mer autrement plus belle que la Méditerranée. » Il est vrai que l'Atlantique et ses îles n'ont rien à envier à leurs concurrentes situées au large de la Côte d'Azur. En haute saison, Noirmoutier voit débarquer 150 000 touristes environ. En Charente-Maritime, l'île de Ré, sa jumelle et néanmoins rivale, connaît le même succès. Ici, les visiteurs découvrent la capitale, Saint-Martin-en-Ré, avec ses remparts qui datent du XVIIe siècle. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette enceinte de 14 km a été confiée à Vauban par Louis XIV. À l'époque, cette fortification vise à protéger les populations des assauts des Anglais. Mais depuis, l'ennemi n'est plus la perfide Albion, mais plutôt l'océan et ses colères. Partout, des digues, des enrochements pour lutter contre ces attaques, comme en février 2010. La tempête a pour nom Xynthia. Sur toute la façade atlantique, une cinquantaine de victimes et une prise de conscience. Nous allons généraliser les plans de prévention des risques. Pour cela, il va falloir en finir avec les approches bureaucratiques et les manœuvres dilatoires. Les autorités décident alors d'interdire ou de limiter les permis de construire sur les zones à risque. Une décision qui passe mal auprès des élus. Le gros problème du PPRL, c'est que vous avez un scénario, c'est le scénario du pire, avec 10 brèches qui vont exploser en même temps. Ça, c'est jamais vu. Première lueur du jour sur l'un des joyaux de l'Atlantique, l'île de Ré, et sur l'un des villages classés parmi les plus beaux de France. La flotte en Ré, à peine 3000 habitants à l'année. Nous sommes hors saison et pourtant ce jour-là, il y a foule pour assister à un événement plutôt surprenant. La veille, un conducteur de bulldozer a été surpris par la marée. Des moyens spectaculaires sont déployés pour sortir l'engin de la vase. Au bout d'une longue matinée d'efforts, l'opération est un succès. Mais ce fait divers prouve encore une fois que l'océan ne pardonne rien. Depuis plus de 5 siècles, l'histoire locale montre qu'une tempête frappe l'île tous les 10 ans. Ce jour-là, le président de la communauté des communes de Ré organise une conférence de presse pour annoncer les derniers ouvrages bâtis pour éviter que la commune ne soit encore submergée. La flotte a maintenant une réalité de défense complète puisque de l'ensemble du départ de la flotte, sur le nord, plein ouest ou plein est, vous avez un dispositif complet. Pour protéger les maisons les plus vulnérables, les digues et les levées ont été rehaussées. Cette année, le dispositif le plus important pour lutter contre les assauts de la mer, c'est cette porte flambant neuve. Elle est fermée ici pour la première fois. Un test grandeur nature devant les élus et les habitants.
Une porte coulissante de 45 tonnes à 5 millions d'euros. C'est rassurant d'avoir une porte comme celle-ci. J'espère que la mer fera le tour. Ça serait dommage qu'elle passe au-dessus. Vous êtes rassuré avec cette porte? Pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai connu des grosses tempêtes et des cyclones. Mes parents, mes grands-parents sont d'ici. Mais bon, peut-être que ça nous sécurisera. Faut croire, faut le croire. Vous habitez où? La Flotte, la place du marché. Par le passé, à plusieurs reprises, l'eau s'est infiltrée jusqu'au centre-ville. C'est une porte anti-submersion qui est à déclencher en cas d'alerte rouge submersion et est un niveau Cynthia plus 20. Toujours se rappeler qu'on a le niveau d'eau, on a le réchauffement climatique, c'est 1 mètre de plus. On a Cynthia qui est un événement climatique qui était bien au-dessus. Et nous, on a fait une protection comme pour tout l'île de Ré à Charente-Maritime. C'est les 70 millions de travaux qui ont été faits actuellement en Charente-Maritime et on va aller sur 150 millions d'un niveau Cynthia plus 20, c'est-à-dire face à l'événement et son avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Cynthia revenait, il n'y aurait pas d'eau. À l'avenir, il n'y aura donc plus d'inondations à la Flotte. L'engagement est fort. Il est à la hauteur des travaux entrepris par les autorités depuis le passage de Xynthia. La tempête a redessiné les contours de ce territoire insulaire. Fin février 2010, au cœur de l'hiver, le réveil est douloureux. L'île de Ré est entre deux eaux. La mer s'engouffre partout. 2 digues mal entretenues cèdent. À certains endroits, l'eau atteint près de 2 mètres. Des vents sont enregistrés à plus de 160 km/h. La commune de la Flotte n'est pas la seule touchée. Saint-Clément-les-Baleines, Loie, les Portes et la Couarde sont en partie inondées. Rien que sur l'île, les dégâts sont estimés à plus de 160 millions d'euros. Comme lors de la tempête de 1999, l'île est coupée en 3 et retrouve sa physionomie du Moyen-Âge. Le Fier d'Ars n'est plus qu'une mer intérieure. Pas un seul habitant ne peut oublier cette tempête qui, sur la façade atlantique, a fait 47 morts. Tony Berthelot n'avait jamais vu un tel fléau s'abattre sur l'île de Ré. Pendant Xynthia, en fait, le bâtiment n'a pas été inondé. Par contre, l'extérieur, évidemment, tout a été emporté par la vague qui est passée. Contrairement, par exemple, à notre maison dans le village, où là, la mer est rentrée dans la maison. Donc là, c'était un petit peu différent. Et la maison a été détruite? Alors, on ne l'a pas détruite au sens propre du terme. On a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est revenu sur le parpaing et la dalle en béton. Donc un travail quand même, ça a été 1 an et demi en fait de réaménagement, de remise en état de la maison avant de pouvoir repartir. La famille de son épouse est installée ici depuis le XVIIe siècle. Ostréiculteurs de génération en génération, leur parc est situé à moins d'une centaine de mètres au large de la commune d'Ars-en-Ré. Production annuelle entre 40 et 50 tonnes. Sur l'île de Ré, ils sont une soixantaine d'ostréiculteurs. Certains ont vu leur exploitation complètement détruite par Xynthia. À Loie, certains sont même désespérés. C'est le cas d'Anne Rose-Schneider. J'ai plus de cabane ostricole, tout mon matériel est sous l'eau. Et bon, mes packs, on n'a pas pu aller voir, mais ça doit pas être beau. Et bon, voilà. Vous ne pouvez plus travailler? Non, là, c'est fini. Là, je crois que je vais arrêter complètement. Parce que le moral, il n'y est plus du tout, là. Elle finira par jeter l'éponge. Tony Berthelot, lui, sait qu'il a eu de la chance cette fois-ci. Son établissement, situé également dans une zone submersible, a été épargné. Mais un jour ou l'autre, les vagues de l'océan peuvent détruire son exploitation. Il en est convaincu, la nature impose toujours ses règles. Aujourd'hui, en tant qu'adjoint au maire de la Couarde, il s'investit dans la protection de sa commune. Je vais vous emmener à un endroit assez exceptionnel. On va sur un petit belvédère sur le haut de la dune de la Couarde et vous allez comprendre immédiatement la situation de la commune et du village.
Alors on est en étau, on est à la fois sur une dune qui a un risque, sur laquelle il y a un risque d'érosion, et puis de l'autre côté, donc des marais qui sont très très bas, qui peuvent être submergés. La zone qu'il nous montre ici est la plus étroite de l'île de Ré. Elle est en rouge sur la carte. Les digues de la Couarde, puis du Martré, érigées dans les années 30, semblent avoir subi un bombardement. Elles ont été éventrées la nuit de la tempête et portent une lourde responsabilité sur les dommages causés. Mais certains quartiers, comme ici à la Couarde, n'en ont toujours pas fini avec cette eau salée qui ronge tout sur son passage. C'est dangereux d'habiter à la Couarde. C'est dangereux si on ne se protège pas, effectivement. Et là, on est en train de commencer à se protéger. On a fait des travaux suite à Xynthia pendant 1 an, travaux qui n'avaient pas été faits depuis une 50aine d'années. On n'a jamais été mieux protégé qu'aujourd'hui. Il faut en tout cas faire des digues correctes et cohérentes pour protéger le village, chose que faisaient déjà nos grands-parents. Et il faut avoir la culture du risque en sachant qu'on est dans un territoire où ça peut arriver et donc il faut le prévoir et l'anticiper. Dès le XIVe siècle et l'implantation de ses premiers habitants, l'île se protège des attaques des vagues et des houles. Ostréiculteurs, paysans ou sauniers, ceux qui extraient le sel de mer, tous construisent des digues. Mais surtout, ils gagnent du terrain sur la mer. Ce sont les polders, ces zones qui sont toujours situées en dessous du niveau de l'océan. Ici, forcément, la culture du risque fait partie de la vie de ces hommes qui ont décidé de s'implanter sur cette terre où les points les plus hauts sont les clochers des églises, comme celui d'Ars-en-Ré, qui sert de phare aux bateaux qui croisent au large. Jacques Marie est l'ancien maire de Sainte-Marie. Il est historien. Les gens ont conscience du risque? Non, pas bien. Surtout la population nouvelle, quoi. La mer, c'est la mer l'été, quoi. Mais l'hiver, la mer peut être beaucoup plus dure. Enfin, elle est souvent beaucoup plus dure. Et les submersions sont des choses courantes, même si, curieusement, depuis les années 57, il n'y avait jamais eu de submersion avant Xynthia, quoi. L'île de Ré pourrait disparaître? Il faudrait que la mer monte au total de 19 mètres quand même. Ça, bon. Mais effectivement, il y a des zones qui seront de plus en plus difficiles à défendre. La zone du canton Nord, quoi. Au nord, c'est Saint-Clément-des-Baleines, par exemple. La commune fait partie des zones à protéger en priorité. Ici, les autorités investissent dans un ouvrage gigantesque. La digue des Doreaux s'étend sur plus de 1600 mètres. 3,50 m de haut, 120 tonnes de ferraille, 5000 m3 de béton et 130 000 tonnes d'enrochement. Des chiffres qui montrent l'ambition de ce projet qui représente un investissement de 9 millions d'euros. Lionel Quillet, le président de la communauté des communes, supervise ces travaux. C'est la fin des grandes manœuvres. Ça fait plus d'1 an qu'ils y sont. Ils ont été très vite parce que les travaux sont très bien passés. C'est la plus grande digue de l'île de Ré. Et ça se termine, là, on sera livré fin juin. Vous allez faire pratiquement de l'île de Ré un château fort entouré de remparts? Historiquement, depuis 700 ans, l'île de Ré a 66 km de digue. On a une défense de l'île de Ré qui a toujours été très importante. Quand Xynthia arrive, on a ces digues qui sont là, en très mauvais état, 85% en mauvais et très mauvais état. On a donc à peu près refait 40-45 km sur l'ensemble qui sont maintenant remis en état, ce qui n'avait pas été fait en fait pendant une 50aine d'années. Avec la digue des Doreaux, l'autre chantier pharaonique de l'île, c'est la digue du Boutillon. Près de 11 millions d'euros cette fois-ci pour restaurer ce rempart de 716 mètres de long et de béton. Construit au 19e siècle, les vagues de Xynthia en février 2010 n'en avaient fait qu'une bouchée. Ailleurs, d'autres défenses, des enrochements le plus souvent. Mais pour être efficaces, ces remparts doivent être entretenus.
et régulièrement, car les experts du climat prévoient à l'avenir des tempêtes plus fréquentes. De surcroît, avec la hausse probable du niveau de la mer, 1 mètre d'ici à la fin du siècle, l'île devra s'adapter et relever encore la hauteur de toutes ses digues. Et ça, c'est un mal nécessaire aujourd'hui pour vous? C'est ce que fait toute l'Europe actuellement et fait le monde entier. À partir du moment où les gens ne sont pas évacués, puisque le choix a été fait par l'État de dire bon, l'île de Ré, vous pouvez y vivre, il faut les défendre. C'est comme une voiture, vous n'avez pas de choix. Si vous ne mettez pas les freins et les airbags, il ne faut surtout pas les laisser là. Donc, où il y a repli stratégique, où il y a défense. Pas d'alternative. Une analyse partagée par les scientifiques, comme Éric Chemillon. Hydrogéologue à l'Université de La Rochelle, pour lui aussi, l'État doit faire des choix. La discussion par rapport à la protection du littoral, elle doit se placer dans ces termes suivants. C'est-à-dire qu'un patrimoine et qu'on veut absolument le protéger, là, on n'a pas d'autre choix que de construire des digues. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que sous prétexte de protéger un patrimoine, on continue le développement dans les zones très vulnérables, dans les zones basses en particulier. Là, vous voulez dire qu'il faut arrêter de construire quoi qu'il arrive? C'est-à-dire que moi, ça ne me semble pas raisonnable en tant que scientifique d'envisager qu'on continue à développer dans des zones basses, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces zones basses sont quasiment au niveau de la mer, voire en dessous du niveau de la mer, et qu'il est prévu par l'ensemble de la communauté scientifique, il n'y a pas de débat là-dessus, que l'élévation du niveau de la mer s'accélère et va s'accélérer dans les décennies et les siècles à venir. Xynthia sonnait le tocsin. Il n'est plus possible désormais de construire les pieds dans l'eau. En mars 2010, le président Sarkozy décide de mesures radicales. Nous allons généraliser les plans de prévention des risques. Pour cela, il va falloir en finir avec les approches bureaucratiques et les manœuvres dilatoires. Nicolas Sarkozy veut aller vite et impose ce plan de prévention à 330 communes. Toutes les îles françaises sont concernées. Dans son discours, il enfonce le clou. Chacun doit le comprendre. Là où il y a risque mortel, personne ne reviendra y habiter. Dans ces zones, dit-il, il est indispensable que toutes les constructions et tous les aménagements soumis à permis de construire soient désormais interdits. Dans la foulée, des zones noires sont créées, une première en France. Ce sont des zones à haut risque où les maisons et toutes les infrastructures en dur doivent être détruites. Mais l'urgence n'est jamais bonne conseillère, trop de précipitations et des décisions parfois aberrantes. Dans sa commune de Loire, on avait 63 maisons à détruire, dont le moulin Marais. C'est un moulin Marais, donc il y avait eu de l'eau pendant Xynthia et elle était à raser. Et on a mis 1 an et demi pour la sortir, pour dire dans un moulin Marais, il y a de l'eau. J'ai mis du temps, 2 ministres quand même. Combien de maisons ont été détruites finalement? 6 maisons, c'est-à-dire en fait les maisons extérieures au village, puisque la plupart des autres maisons qui sont ici sont très très anciennes et elles sont, je dirais, dans des risques qui étaient acceptables. Un peu plus loin, d'autres habitations ou des établissements inondés pendant Xynthia figurent en zone noire, comme l'hôtel Atalante, installé les pieds dans l'eau. Il aurait dû être détruit. 7 ans plus tard, il est toujours là. Pour quelle raison? Nous avons sollicité la direction à plusieurs reprises. Elle se refuse à tout commentaire. L'hôtel Atalante est dans une zone vulnérable. Oui. Il n'a pas été détruit. Non. Pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher à détruire pour l'État. Pour le démolir, l'État doit débourser environ 40 millions d'euros. Trop cher. Le gouvernement finit par baisser les bras. Le fonds Barnier, créé pour indemniser les victimes, n'est pas un puissant fonds. Alimenté par les primes d'assurance, il ne peut assumer de telles dépenses. C'est qu'une affaire d'argent. Il y a eu un compte financier qui a été fait, c'est-à-dire qu'à un moment, l'État s'est engagé dans une position compliquée. Il n'est plus dans une réflexion de technique et de sécurité. Il revient dans une réflexion de finance ou de non-responsabilité. Et là, on commence à être dans les cohérents. Moi, j'ai milité pour qu'à certains moments, des choses soient rasées et qui n'ont pas été faites, alors qu'à d'autres moments, d'autres ont été rasées qui n'auraient pas dû l'être. On voulait raser le moulin Marais, mais on ne rasait pas l'Atalante. Et c'est là que j'ai compris que c'était un peu la panique à tous les étages. En fait, la mer, le réchauffement climatique affole tout le monde et il y a très peu de sérénité. Et on nie le risque, en fait. C'est-à-dire on voit trop de risques, on n'en voit pas assez, mais on n'est jamais dans le risque réel.
Sur l'île, la plupart des élus locaux reprochent à l'État de ne pas les écouter et de prendre les pires hypothèses pour établir leur plan de prévention. À leurs yeux, un scénario de science-fiction qui ne prend pas toujours en compte la réalité. Témoin, la commune de Port-en-Ré. À l'année, à peine 700 habitants. Un tour dans les rues du village suffit à montrer que les maisons aux volets clos sont les plus nombreuses. Des maisons secondaires, 60% environ de la population vit sur le continent. Ici, alors que la tempête Xynthia a frappé fort, aucune maison ne se trouve sur la liste des propriétés à détruire. Les Portes, paisible commune située à l'extrémité de l'île de Ré. Une étendue de villas dont les murs laissent à peine deviner le luxe. Pendant la tempête, près de 100 propriétés ont été inondées. La moitié avec 1 mètre d'eau jusqu'à 1,70 m parfois. Pourtant ici, pas de zone noire, aucune habitation ne sera rasée. Les gens se défendent beaucoup. On revient aux gens qui ont peut-être le bras plus long, qui connaissent des gens beaucoup plus importants en haut lieu. C'est l'endroit le plus connu ici, donc le plus connu et intouchable. Le maire des Portes-en-Ré aurait-il alors négocié la carte des zones noires? Il se refuse à tout commentaire, mais alimente déjà la suspicion dans les autres communes de l'île. Au Portes-en-Ré, il y a eu des négociations, il y a des maisons qui ont été épargnées? No comment. L'homme qui refuse de commenter, c'est Léon Gendre, une figure historique de l'île de Ré. L'élu de 80 ans a vu rouge quand il a découvert qu'une partie de sa commune était, elle, en zone noire, alors que d'autres villages ou infrastructures n'ont pas été fichés dans les zones à haut risque. On se pose des questions. Pourquoi la Talente n'a pas été rasée et pourquoi, dans les mêmes conditions, l'hôtel des Mouettes a été racheté et rasé. On peut se poser des questions. Bon, mais il n'y a pas que la Talente, si vous voulez. Vous avez de très très grosses villas, au Port-en-Ré, où, en fait, on n'a pas porté du tout atteinte, alors qu'elles ont eu entre 1 mètre et 1,40 m d'eau. Ça vous révolte? Non, ça me fait sourire. Enfin, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je ne le dirai pas. Pour lui, sur l'île de Ré, il y a bien eu un 2 poids et 2 mesures. D'un coup de crayon, ces maisons situées au Port-en-Ré, inondées pendant Xynthia, disparaissent de la liste noire. À l'intérieur du village, là où l'eau n'est jamais arrivée, des terrains entiers sont désormais en zone non constructible. Sur cette carte, c'est l'immense majorité du village qui est concernée. Des zones représentées ici en orange. Inacceptable pour près de 200 propriétaires de la commune. Ils créent une association pour dénoncer cette carte. Gérard Regreny en est le président. Vous êtes un peu le rebelle des Portes, non? Ah, ben regardez, les cartes le représentent bien. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles cartes de Xynthia plus 60 que l'État nous impose, ben voilà, on est rayé de la carte de l'île de Ré, on est en train de couler. Ça veut bien dire ce que vous voyez là, hein, c'est que l'État nous empêche vraiment de pouvoir continuer à vivre sur notre île. La famille de Gérard Regreny est installée aux Portes depuis le XVe siècle. Il possède un gîte qu'il a créé et d'autres terrains où il aimerait voir ses enfants habiter. Alors voilà le terrain de ma fille, voilà, qui représente à peu près 500 mètres carrés. Je lui ai donné en 2012. Donc à cette époque-là, elle faisait ses études encore. Et maintenant qu'elle est installée sur la commune des Portes et qu'a trouvé un CDI, elle aimerait construire. Et par rapport aux cartes, voilà l'aberration, c'est-à-dire que c'est construit là. Là, c'est la maison de mon fils. Là, et elle ne peut rien faire. Voilà, ça veut dire que si elle voulait faire actuellement une maison, il faudrait que son plancher de maison soit à 2,10 m au-dessus de moi. C'est-à-dire qu'à peu près, à cette hauteur-là, sa plateforme commencerait. En sachant que ici, c'est une zone UB et que l'étage est interdit. Donc ça veut dire que sa maison, quand elle habiterait dedans, il faudrait qu'elle fasse 1,20 m de hauteur. Aujourd'hui, impossible de construire au Port-en-Ré. Les permis, acceptés par la mairie, sont systématiquement refusés par la préfecture. Voilà un autre terrain qui est dans la même situation que celui de ma fille, voilà, qu'on appelle une dent creuse maintenant, et qui est actuellement non constructible. Pour pouvoir vendre un terrain comme celui-ci,
Maintenant, sur l'île de Ré, vous êtes obligé d'abord d'enclencher la mise en route d'un permis de construire. Et à partir de là, si le permis de construire est accepté par l'État, la personne peut acheter le terrain. Le problème de ce terrain, c'est que là, le permis de construire est en train de se balader de jugement en jugement parce que l'État fait appel à chaque fois pour refuser ce permis de construire. C'est usant parce que si vous voulez, c'est vrai que les gens à force en ont marre, on a des projets, on a des développements de notre petite entreprise, on a des entreprises ici qui veulent s'installer, des jeunes, que ça soit dans n'importe quel domaine. Et c'est vrai que c'est dur parce que ça empêche une évolution de l'économie, de pouvoir garder une école, pour avoir une vie permanente sur l'île de Ré et ne pas avoir une vie que pendant les vacances scolaires, de Pâques aux vacances de la Toussaint, quoi. L'île de Ré n'est pas le seul territoire où le plan de prévention des risques fait débat. Nous partons 200 km plus au nord, à Noirmoutier. Comme sa voisine de Charente-Maritime, elle est reliée au continent par un pont construit en 1971. Jusque-là, les habitants vivaient au rythme des marées, à l'image du Gois, cette chaussée submersible qui relie l'île à l'Hexagone. Elle n'est praticable qu'à marée basse. Depuis que l'île est devenue presqu'île, les maisons secondaires ont fleuri un peu partout. Mais les rues restent désertes pendant les longs mois d'hiver. Derrière la digue Jacobsen, le quartier fondé par les premiers colons et le moine Philibert, pas âme qui vive ou presque. Louis Boutolot et Christophe Lonneau n'imaginent pas vivre en pointillé à Noirmoutier-en-l'Île. Mais à leurs yeux, protéger ce territoire des submersions marines est une nécessité pour tous. Là, vous protégez des résidences secondaires. Les gens viennent vivre ici 2 mois, quoi. Oui, tout à fait. Mais voilà, ce quartier-là a toujours été protégé derrière la digue Jacobsen. Donc, ça vous gêne pas, vous, Louis, l'ancien? Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Des gens du pays, je pense que maintenant, on va les compter sur les doigts de la main. Alors donc, c'est pour ça que ces gens-là n'ont pas l'habitude du risque de la mer. Nous, on l'a, mais les jeunes qui arrivent, ils l'ont pas. Et c'est vous les défendez aujourd'hui? Oui, mais c'est ce qu'il faudrait enseigner à ces gens-là. C'est pas de leur faire peur, c'est de leur dire, voilà, le risque existe, et voilà la façon de pouvoir le maîtriser, s'en défendre, quoi, c'est tout, comme nos anciens ont fait. Louis est un insulaire, un homme qui a la passion de l'île chevillée au corps. Et il n'est pas le seul. S'il défend les propriétaires de résidences secondaires, il refuse l'urbanisation de Noirmoutier à tout prix. Il faut dire qu'en bord de mer, certains dépassent les bornes ou plutôt les limites où il est possible de construire. Témoin, cette villa, bâtie en 1996, soit 10 ans après la loi littorale qui interdit toute construction sur le cordon dunaire. Pour Marie-Thérèse, qui a créé l'association Vivre l'île, 12 mois sur 12, cette construction est illégale et gâche le paysage. Elle aurait dû être détruite. Il aurait fallu que le maire demande au préfet de prendre un arrêté de destruction, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que le maire avait donné le permis, il ne voulait pas demander la destruction. Il prétendait, lui, que c'était une zone constructible. Mais nous, on a fourni tous les plans et c'était bien une zone classée N. Naturelle. Jusque-là, Noirmoutier a toujours su se préserver de toute spéculation immobilière. Mais pour Marie-Thérèse, une telle violation de la loi littorale peut créer des précédents. Face à cette situation, le président de la communauté des communes de Noirmoutier paraît bien désemparé. Il y a des maisons construites sur des cordons dunaires. On a des maisons, effectivement. Construites après 86 et la loi littorale, en 95 par exemple. Oui, alors celles-ci, elles ont fait l'objet de procédures administratives et elles n'ont pas été... Elles sont toujours là. Ça, c'est la difficulté en France. Comme disait Pascal, le droit sans la force est impuissant, la force sans le droit est tyrannique. Et bien là, le droit sans la force est impuissant parce qu'il n'y a pas toujours les moyens mis à disposition pour l'exécution des... C'est pas acceptable. C'est un vrai sujet. Mais on a souvent des difficultés à faire appliquer la loi.
Impossible d'interroger les représentants de l'État en Vendée. Ils n'ont pas pu nous recevoir. Pourtant, la villa est bien dans l'illégalité. Pourquoi a-t-elle laissé faire? Cette propriété n'est habitée qu'en été. Mais pourquoi est-elle protégée par ces enrochements? Pour Isabelle, ces pierres défigurent les lieux, mais pas seulement. Elle est où la plage aujourd'hui? Et la plage est sous la roche. Ça, c'est une plage, c'est bien sûr. Tous les endroits où il y a aujourd'hui des enrochements, c'était autrefois des plages. Oui, oui. Les roches ont été mises pour empêcher le recul de la dune, mais on le voit bien là. La houle elle vient se casser sur la roche. Cette houle, en repartant, elle ramène le sable qu'elle a apporté, ce qui fait qu'on a effectivement du sable au large, mais là, on n'a plus de plage. De la plage des Élous, il ne reste à certains endroits que le nom et ses enrochements. Des tonnes et des tonnes de pierres pour éviter à la dune de s'écrouler. Derrière, il y a un établissement hôtelier qu'il faut protéger des tempêtes. 60 chambres avec vue sur mer et un accès très limité à la plage. Il y a eu tellement de travaux, il y a eu tellement d'argent investi dans la défense contre la mer qu'on se dit mais il n'y a plus de danger. Or, malheureusement, si. Et c'est vrai que le PPRL et Xintia ont rappelé ça, c'est qu'on est dans une zone à risque parce qu'on est en dessous du niveau de la mer et que quand la dune ou la digue lâche, eh bien, l'eau rentre. La nature, elle fait ce qu'elle veut. Et quand on nous dit que c'est pour arrêter la mer, c'est une erreur grossière parce que la mer, on ne l'arrête pas. À Noirmoutier comme à l'île de Ré, les élus savent que la mer a toujours le dernier mot. Mais la majorité d'entre eux pensent que l'on peut réduire les risques en construisant des digues ou en renforçant toutes les protections face à la mer. À l'image des anciens, là encore, qui les premiers ont monté des barricades, des murs, des digues ou des perrets. Ici, la communauté des communes ne lésine pas sur les moyens. Nous sommes à la Guérinière. C'est un ouvrage très ancien qui a 2 siècles, qui a été construit avec les pierres du site, des pierres calcaires qu'on trouve ici et que les anciens avaient tout simplement prélevées. Dans ce quartier, le Perret protège une centaine de villas. Ce site est sous surveillance, surtout à l'approche des tempêtes hivernales. Donc c'est bien là, Sophie, hein, il faudra les vérifier. Faites bien attention à terrasser. Comme toutes les autres digues qui ceinturent l'île, ce Perret est régulièrement ausculté. La moindre brèche doit être colmatée. L'ouvrage fait combien à peu près de long? 1,7 km, 1,7 km de Perret. Donc on s'imagine voilà, l'importance que cet ouvrage a à protéger les zones urbaines qui sont situées sur la commune de la Guérinière. Mais là, on a l'impression que ce mur peut résister à tout. Il a un niveau de sécurité sur lequel on s'est calé, qui répond à des scénarios, des événements de tempête qu'on connaît. Maintenant, il faut être très clair. On fait des travaux de renforcement qui augmentent le niveau de sécurité. Il faut quand même rester humble par rapport à la mer. Il n'y a pas de risque zéro. Pour limiter les risques, il n'y a pas d'autre choix que de financer la surveillance permanente de ces ouvrages et leur restauration quand il le faut. Il faut investir beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'efforts de la collectivité et ça se fait sur le long terme. Donc, lorsque vous parlez à un Noirmoutrin, il y a cette culture du risque qui est ancrée. Ça veut dire que continuellement, on sait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas une fin en soi, c'est dans la continuité de ce qu'ont fait les anciens avant. Ce sera poursuivi par les générations qui viendront après nous. C'est une prise de conscience et donc c'est un combat, c'est perpétuel, mais on vit avec. C'est la culture du risque.
Aux Vieilles, une autre commune de l'île, pas de digue ou de perret. La population se protège comme elle peut. Les jours de tempête, juste des sacs de sable pour éviter que l'eau de mer ne s'infiltre dans les rues du village ou dans les villas. Il faut dire que c'est l'une des zones les moins exposées aux submersions marines de l'île. Les autorités concentrent leurs efforts dans les zones les plus fragiles. Sur les 62 km de côte, 24 sont protégés par des digues ou des perrets. Mais l'érosion menace également 28 km de cordons dunaires. Nous sommes sur la commune de l'Épine. Martin Paillard est géographe. Il travaille pour la communauté des communes. Après chaque tempête, il fait le tour de l'île pour constater les dégâts et le recul du trait de côte. D'une année sur l'autre, il voit la mer gagner du terrain. Et après une tempête, le trait de côte peut vraiment être modifié? Alors là, c'est un exemple où la dune, effectivement, a été incisée et on constate un recul de plus de 3 mètres du pied de dune, ce qui est déjà 3 mètres quand même, hein. Une belle attaque, oui. Une belle attaque. Après, il faut voir où se disperse le sable. Ça, c'est un petit peu mon travail, c'est de contrôler aussi l'état du niveau de plage pour voir comment on va se déplacer. Est-ce qu'au printemps, la plage va se reformer, la dune va se reformer avec le vent, ou est-ce que les sédiments vont migrer le long de la côte et du coup, le casier ici présent, la plage de l'océan, sera de nouveau attaqué l'hiver prochain. Les changements climatiques pourraient avoir des répercussions ici? Le changement aura certainement des répercussions. Et il faut essayer d'anticiper, de voir un petit peu quel rythme on prend sur ces aspects d'évolution et rester vigilant, quoi. Une vigilance totale et surtout des moyens considérables pour lutter contre ces fléaux. La communauté des communes, qui comprend les 4 villes de l'île, consacre chaque année 40% de son budget à sa protection. C'est considérable, c'est comme si dans votre maison, vous mettiez 40% de votre budget d'entretien de votre maison chaque année pour vos murs, par exemple, ou vos murs de clôture. Et ça, c'est impératif? Oui, c'est impératif parce que la défense contre la mer, c'est un enjeu de chaque jour. Il faut surveiller, il faut aussi accompagner l'évolution climatique qu'on connaît a priori, puisqu'on nous promet entre 60 cm et 1 mètre d'eau d'élévation supplémentaire d'ici 2100. Donc il faut évidemment qu'on accompagne ce mouvement-là pour protéger notre population, pour protéger les biens et faire en sorte que l'île de Noirmoutier continue à être un lieu attractif et surtout attentif à son environnement. L'objectif, c'est de se préparer le mieux possible au risque. On ne sait pas quand est-ce qu'il surviendra, on ne sait pas s'il surviendra, mais on sait qu'on est sur un territoire qui est menacé, qui est exposé à la question du risque. Ça fait depuis le 8e siècle que l'île de Noirmoutier travaille sur ces sujets-là. Et on travaille à la fois d'une façon collective et à la fois d'une façon individuelle. Lors du passage de la tempête Xynthia, l'île a été plutôt épargnée. Pas de victimes et peu de dégâts. Mais d'autres tempêtes par le passé ont montré la vulnérabilité de l'île. Les anciens se souviennent tous de la nuit de la Saint-Sylvestre 1978. Ici même, au passage du Gois. Une brèche de 50 mètres entre la digue du Gois et le trou de Sébastopol. La plaine agricole de Barbâtre est complètement inondée. La tempête coïncide avec de forts coefficients de marée. Près de 500 hectares dévastés. Face à l'ampleur des dégâts, l'armée est appelée en renfort. Ce jour-là, un élu prend conscience de la fragilité des digues. Que les propriétaires soient des personnes individuelles ou que les propriétaires soient des associations de syndicats de propriétaires, il n'y a personne capable de supporter la charge financière de la réfection de ces digues. L'homme qui parle et qui agira, c'est Jacques Houdin. Élu local puis sénateur, il reprend la main sur les digues. Grâce à lui, l'État et les collectivités locales se chargent de l'entretien des ouvrages qui protègent cette île de la furie des éléments. Pierre, vous voyez, regardez la force de la mer quand même. Vous voyez le rocher qui est en bas?
Eh bien, la mer, à transporter là-bas, il faut savoir qu'un mètre cube d'eau, ça pèse une tonne. Hein. Quand ça tape dur. Il y a une trentaine d'années, nous avons essayé une méthode douce de protection de la dune. C'est-à-dire la dune venait à peu près jusque-là. Et nous avons mis des ganivelles de façon importante qui ont bloqué le sable. Ces ganivelles sont des clôtures formées de lattes de bois. Elles freinent le vent et empêchent le sable de se disperser. Et ça a tenu, ça a permis d'avancer la dune d'environ une vingtaine de mètres, 25 mètres. Et puis, lors des grandes tempêtes de 99, tout a été balayé. Les autorités décident alors de mettre en place ces enrochements. Jacques Houdin, l'œil toujours aux aguets, repère ici une faiblesse dans la protection de la dune. Quand vous avez l'enrochement de protection du bas de pied de dune, la dune est totalement protégée, se végétalise, elle est bonne. Et quand vous n'en avez pas, ça donne un système plutôt désolant dès qu'une tempête arrive. Là où il y a des dégâts, c'est là où il n'y a pas eu d'enrochement. Et donc il faut prolonger cet enrochement pour assurer la continuité de la défense contre la mer. C'est dommage pour la plage, mais c'est nécessaire pour les populations. Nécessaire pour tous ceux qui habitent derrière la plage des Élous. Et c'est le cas de l'ancien sénateur. Depuis la publication du plan de prévention des risques littoraux, sa villa se trouve en zone rouge. Son terrain est désormais inconstructible. L'homme politique entre alors en résistance. Il dénonce les plans qui, à ses yeux, ne sont basés que sur des scénarios de science-fiction. Le premier PPRL était tellement excessif, il a été présenté, vous l'avez là, le 18 octobre 2012. Là, toutes les zones rouges, c'est... Les zones rouges, ce sont toutes celles qui sont inondables. Pourquoi elles étaient inondables? Parce qu'on a considéré que les digues qui existaient depuis des siècles, qui ont été renforcées énormément, n'avaient aucune raison d'être, enfin, n'avaient pas... On considérait qu'elles n'existaient pas. Et donc, ça donnait une île totalement inondée. C'était tellement absurde que l'État a retiré ce document le 8 juillet 2013. Alors, on en a préparé un deuxième. Le deuxième, le voici. Alors, il est un peu plus léger. Néanmoins, toutes les communes l'ont refusé. La communauté de communes l'a également refusé, en disant, vous voyez, par exemple, cette petite tache rouge, et là, au milieu d'un ensemble tout blanc. Cette zone rouge, c'est là où vous habitez? C'est là où nous sommes en ce moment. Voilà. Alors pourquoi ils vous ont mis en zone rouge si c'est pas inondable? Ah ben c'est la question qu'on leur pose et à laquelle on n'a pas de réponse. Hein? Nous avons parfaitement résisté à l'INSIA. Il n'y a eu aucun dégât majeur. Mais ce n'étaient pas des ruptures de digues. Les ruptures de digues, elles, ont existé sur le continent pour une seule raison et bonne raison, c'est que les travaux n'avaient pas été suffisamment établis. Voilà. Comme lui, de nombreux élus dénoncent ces nouvelles cartes qui paralysent, selon eux, l'immobilier et un développement raisonné de l'île et de ses activités. Désormais, un bras de fer est engagé entre les élus locaux et l'État. Le maire de la commune de l'Épine fait partie des frondeurs. Dominique Chantoin ne décolère pas contre ce qu'il considère ici comme un abus de pouvoir de l'État. Qu'est-ce que vous reprochez au PPRL? Ce que je reproche au PPRL, je vais vous le montrer, je crois que ça sera plus simple sur les cartes. Donc, le gros problème du PPRL, c'est que vous avez un scénario, c'est le scénario du pire, avec 10 brèches qui vont exploser en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une tempête, et l'hypothèse de l'État, c'est que tout casse en même temps. Donc ici, on voit sur ma commune, on a donc une tache d'eau qui envahit à peu près les 2/3 de l'agglomération. Et vous ne trouvez pas normal que l'État soit prudent? Ben, je pourrais le concevoir si ces bases de calcul étaient justifiées. Les digues ne sont pas infaillibles non plus. Ils ne sont pas infaillibles, mais pour que 10 digues, ça c'est jamais vu. De dire que ce sont des scénarios de science-fiction qui ne pourront jamais arriver, là, je ne peux pas y adhérer pour des raisons simplement de connaissances scientifiques et d'expérience. Mais je comprends parfaitement que des habitants aient du mal à comprendre qu'on puisse prendre des scénarios qui ne correspondent pas à leur propre expérience. Mais c'est la responsabilité de l'État dans ce monde qui est quand même très très axé sur le court terme et sur le littoral où il y a une pression à l'urbanisation qui est très forte. C'est sa responsabilité
de prendre en compte ces exigences du long terme, du moyen et du long terme, c'est certain, mais c'est important. Le maire de la commune de l'Épine n'est pas satisfait de la réponse des autorités. Il veut nous montrer que le plan de prévention des risques doit être revu et corrigé, car il ne correspond pas à la réalité du terrain. Là, on vient de passer à l'église et dans le PPRL, ici, on prend l'eau. La commune n'a pas connu d'eau dans son centre-ville, jamais. Jamais. Jamais été inondé. Et il n'y a jamais eu mort d'homme dans l'île non plus. L'église est située à 800 mètres de l'océan. Une absurdité à ses yeux, mais ce n'est pas la seule. Nous sommes ici dans un quartier situé en zone bleue, c'est-à-dire constructible, mais à certaines conditions. Ce que l'on constate ici, c'est que la dalle, donc de premier niveau, est à environ 1,30 m au-dessus du sol naturel. Voilà. Donc, ce 1,30 m se reporte bien sûr sur les étages, sur la hauteur de la construction. Et comme on est limité également en hauteur de construction, ça veut dire qu'on limite les volumes à l'intérieur. Quand on a un voisin qui a fait son mur d'1,80 m comme c'est la règle, on est chez le voisin. Donc je ne vous dis pas les conflits de voisinage qu'on va avoir. Comme à l'île de Ré, la situation a de quoi surprendre. On marche un petit peu sur la tête parce qu'on est dans l'extrême précaution. Enfin, on veut vraiment plus prendre de... Il n'y a plus de risque, on ne prend pas de risque du tout. En tant que maire, on est obligé de protéger nos populations, mais après, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit réaliste et raisonnable. Pas de la surprotection. Pour Dominique et l'ensemble des élus locaux, l'objectif est de trouver un compromis entre l'application du principe de précaution à outrance et le maintien d'une vie économique sur l'île. Une île où, dit-il, les habitants ont toujours été habitués à se protéger des tempêtes. Louis Boutolo et Christophe Lenot militent aussi pour un plan moins rigide. Selon eux, le dernier PPRL condamnerait l'île à une lente agonie, faute de relève. Si on veut avoir des jeunes chez nous qui construisent, il faut leur donner du terrain. S'il n'y a pas de terrain, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de... C'est une île de vieux, ça sera tout. Et île de vieux ou pas, il faudra de toute façon continuer à financer les ouvrages pour la défendre de la colère des éléments. Un coût considérable à long terme. Et ce sont les contribuables français qui payent finalement pour bien sûr. Que vous viviez les pieds dans l'eau. Mais on est en France, hein. Mais je veux bien croire qu'on soit outre-mer, presque colonie française, mais on est quand même en France. Oui, mais les gens de Savoie ou de Clermont-Ferrand, ils payent pour vous. Ah ben oui, mais nous on paye peut-être pour eux pour d'autres choses. Vous savez, c'est un échange, c'est la solidarité qu'on appelle ça. Voilà. Quand il y a des inondations dans le Midi, parce qu'il y en a pas mal dans le Midi d'inondations, beaucoup plus que chez nous. Et vous ne croyez pas que tout le monde paye pour eux? Moi, je crois, oui. Et c'est normal. Pour réduire la facture et protéger les populations, peut-être faut-il revoir définitivement l'aménagement du bord de mer. Car aujourd'hui, avec les changements climatiques, ce ne sont plus les terres agricoles ou les marais salants qui sont en danger, mais bien les populations. À Noirmoutier, la nature a trouvé une parade. Cet espace, les pieds dans l'eau, aurait dû se transformer en parcours de golf avec résidence de luxe. Mais voilà, une découverte a mis un terme définitif à ce projet. Je recherche une petite plante qui est étroitement associée à ce site et au fait qu'il ne soit pas urbanisé comme la zone de la Tresson au nord ou le village du Midi au sud. Je n'arrive pas à la trouver puisqu'on est un peu tôt dans la saison. Mais ah, la voilà, en voilà une. Cette petite plante-là, Omphalodes littoralis, c'est ce qui a permis de classer cette zone en zone non constructible, puisque c'est une petite plante qui est extrêmement rare et que l'on trouve ici. Toute petite plante. Pour l'instant, elle est toute petite, elle va grandir. Au printemps, elle fera 4-5 cm de haut avec des petites fleurs blanches.
Mais c'est une plante qui est classée comme espèce remarquable. Et de ce fait, c'est ce qui a permis d'éviter finalement l'urbanisation de cette partie du massif dunaire. Jusque dans les années 60 en France, l'habitat se situait à plus de 500 mètres de la mer. Mais le boom des vacances balnéaires a modifié la donne et bouleversé le profil du littoral. Les changements climatiques pourraient peut-être rebattre de nouveau les cartes et redonner aux côtes françaises leur visage d'autrefois.